Bonjour à tous et bienvenue sur cette première plénière dématérialisée de nos universités de rentrée. Je me présente en deux mots, je suis François-Xavier Pénicaud, élu local adjoint au maire de Bron et conseiller régional en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors sur ce sujet de la reconquête des territoires qu'on va être amené à traiter ensemble pendant une heure, euh, il se situe ce contexte en début de nos universités de rentrée dans un contexte de morcellement de la société qui a largement été décrit ces dernières années, qui est un morcellement parfois décrit de façon sous un angle à la fois social, parfois économique, d'opposition entre nos territoires, mais aussi de belles opportunités de réconciliation. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte aussi de débat très fort sur ce que certains ont appelé les séparatismes, qui se voient tant sur l'échelle de notre pays, de notre continent, qu'au plus proche dans nos quartiers. C'est en abordant tous ces échelons que je vais pouvoir vous présenter nos différents intervenants qui vont m'accompagner et que je vais pouvoir interpeller. D'abord, rappeler un peu le déroulé de ces tables rondes. Je vais laisser la parole à nos différents intervenants dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, vous pourrez les interpeller par vos questions que vous pouvez dès le départ poser, que ce soit sur le fil Facebook en dessous de cette vidéo ou sur le fil YouTube, et que donc en deuxième partie de débat, nous prendrons au fur et à mesure. J'ai le plaisir d'abord d'avoir dans cette table ronde Franck Longo, donc qui est le maire de Fontaine, qui est quelqu'un qui est déjà un conquérant au sens électoral, puisque après des années, des décennies d'extrême gauche, d'hégémonie d'extrême gauche sur la ville de Fontaine, il est allé la conquérir électoralement. Il nous parlera de toutes les conséquences de la façon dont aujourd'hui la modération dont il a fait preuve dans sa campagne lui permet de faire revenir la République. Nous aurons ensuite Rodolphe Thomas, qui est un ancien garagiste, j'aimerais rappeler, qui a toujours les mains dans le cambouis, et les mains dans le cambouis dans la mairie d'Hérouville-Saint-Clair depuis 2001, dont il est maire, et vice-président aussi en charge des politiques de la ville et de la cohésion sociale à la région Normandie. Nous aurons ensuite le plaisir d'avoir Nathalie Elimas, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire et rattachée auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Sylvie Brunet, députée européenne, et enfin Jacqueline Gouraud, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec le Parlement, ancienne sénatrice, ancienne vice-présidente du Sénat et vice-présidente du Mouvement démocrate. Donc, comme je l'évoquais, cette table s'inscrit dans un temps spécifique aussi d'après-Covid, où après des décennies de centralisation urbaine, nous avons aussi vécu une concentration géographique des fragilités, que ce soit dans certains milieux urbains, mais aussi dans certains quartiers populaires, et avec de grands chantiers, du coup, de réappropriation de ces territoires dans leur diversité. C'est aussi un affaiblissement, parfois, du cadre républicain qu'il faut pouvoir réimposer, parfois par la force, parfois par le dialogue, et parfois par l'action, et on y reviendra par exemple avec Nathalie, éducative. C'est aussi la réconciliation des ententes entre des territoires interdépendants, mais qui parfois en avaient perdu conscience. Je pense notamment entre les milieux ruraux et les milieux urbains, pour re-rendre de la cohérence et de la cohésion entre nos territoires et relocaliser aussi ces interdépendances là où elles s'étaient parfois distendues. Alors, Franck, je vais te céder tout de suite la parole. Franck, comme je le disais, tu es maire de Fontaine, en Isère, dans la banlieue grenobloise. Tu t'es confronté à une problématique assez rapidement dans ce début de mandat sur la nécessité de pouvoir aller sortir des jeunes qui étaient enfermés dans les quartiers populaires, de pouvoir les réinsérer dans le tissu social. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, je ne t'entends pas, Franck, pour ma part.
petit souci technique. Est-ce que on va peut-être inverser s'il y a un petit souci, on va peut-être passer la parole à Rodolphe et puis Franck reprendra la parole après. Rodolphe, est-ce que tu m'entends? Est-ce que l'on t'entend si tu parles? Ah, nous essuyons les plâtres de cette innovation technologique, mais Rodolphe, je ne t'entends pas non plus, Rodolphe. Est-ce que j'entends l'un de mes camarades, Jacqueline, Evelyne, Sylvie, est-ce que vous pouvez essayer de parler? Bonjour François-Xavier. Bonjour François-Xavier. Tentative, bonjour à tous. Est-ce que tu m'entends? Sylvie, je t'entends. Jacqueline, je t'entends aussi, c'est merveilleux. Bien. Et Nathalie? Bonjour François-Xavier. Bon, ouais, Tu m'entends? c'est ouvert. C'est Ouais. Nathalie. Pardon, merci. Bon, j'entends Franck aussi. On va pouvoir, si je t'entends, Nathalie, c'est bon. J'entends Franck et on va en profiter pour finir les tests techniques. Rodolphe, retente de parler. Et François? Oui, là, c'est bon. Je vous entends tous. C'est parfait. C'est merveilleux. Franck, je te. Mais nous, on s'entend pas. Attends, François-Xavier. Oui, merci. Donc, nous, effectivement, on je le t'entend, disais, mais on j'ai la n'entend chance pas les d'être autres, hein. le nouveau maire de Fontaine. Donc, Fontaine, c'est une ville qui est située juste à côté de Grenoble, une ville de 23 000 habitants et qui a été gouvernée par une équipe communiste depuis 75 ans, donc depuis la guerre. Excuse-moi, Franck, un instant. Jacqueline, vous entendez Franck là parler? 1, 2, 1, 2. Oui, Franck, moi je t'entends, mais j'ai l'impression que les autres intervenants ne t'entendent pas. Si la régie peut essayer de regarder ça. Je suis désolé pour ceux qui... oui. Alors, attends, excuse-moi, je suis en visio là, je peux pas trop. Ouais, j'en ai pour une bonne heure. Bien. Ok, pas de souci. La régie va régler le problème technique pendant que tu commences. Je te recède la parole, Franck. Oui, je le disais, donc maire de Fontaine depuis maintenant 2 mois. Fontaine, c'est une ville qui est située juste à côté de Grenoble, une ville qui a été gouvernée pendant 75 ans, donc depuis la guerre, par une équipe communiste. Et effectivement, un changement souhaité par nos habitants, puisqu'on a été élus assez largement. Et on a été confronté évidemment à de nombreuses difficultés dans nos quartiers. Fontaine est une ville populaire, une ville ouvrière, une ville qui a connu l'immigration. Je suis moi-même petit-fils d'immigrés italiens. Et on a dû répondre pendant cette campagne municipale aux problématiques liées notamment à la jeunesse dans les quartiers. Alors déjà, pourquoi on doit reconquérir parce qu'on voit bien que de nombreuses difficultés s'accumulent et les difficultés, elles sont de tout ordre. Il y a des difficultés économiques, on a de grandes précarités dans ces quartiers, on a des difficultés sociales, on a de l'isolement, on a des violences familiales, on a des difficultés liées aux problèmes de sécurité, on a du vandalisme, on a des problèmes liés aussi à l'émancipation de notre jeunesse. Et c'est ce dernier point que je vais essayer rapidement de développer. Effectivement, on s'est aperçu que malheureusement, nos jeunes, souvent, ne sortaient pas de leur quartier. Et on a essayé de répondre à ces difficultés, comment essayer de leur faire comprendre, comment essayer de les intéresser à autre chose que la vie de leur quartier. Alors, comment on fait pour reconquérir? La réponse, elle existe depuis la nuit des temps, j'allais dire. Reconquérir, c'est reprendre possession d'un territoire, c'est occuper le territoire. Donc, on a souhaité, nous, récupérer le terrain, amener de la présence sur le terrain.
et notamment organiser, et on l'a fait dès notre élection, organiser en lien avec les associations des animations, organiser des événements culturels, organiser des concerts, organiser du théâtre, organiser du cirque. L'objectif étant d'aller vraiment directement à la rencontre des jeunes, parce qu'on s'est aperçu que malheureusement, certains jeunes ne fréquentent pas les équipements municipaux. Par exemple, on a une salle de spectacle et on a énormément de jeunes, malheureusement, des quartiers qui ne sont jamais allés dans nos salles de spectacle. Donc le meilleur moyen, c'était d'organiser des événements qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire d'amener directement le spectacle dans le quartier pour déjà montrer un petit peu ce qui se passe dans notre commune. Et ensuite, évidemment, l'objectif, c'est de les attirer à l'intérieur de nos structures. Donc c'est vraiment le travail que nous, on a fait dès l'été, dès le mois de juillet, surtout en cette période Covid, malheureusement. On a vu que de nombreux Français ne sont pas partis en vacances. Merci. Et donc, l'objectif, voilà, c'était vraiment d'aller à leur rencontre, d'aller à leur contact. Oui, ça peut passer par des animations quelquefois très simples. Je pense par exemple à des matchs de foot pour attirer notamment, on va dire, des jeunes collégiens, des jeunes lycéens. Mais je crois que voilà, la reconquête des territoires, en tout cas pour ma part et en ce qui concerne la jeunesse, doit absolument passer par une présence sur le terrain, par une présence des associations, par une présence des activités municipales, par une présence des services municipaux. Et c'est ce qu'on a également fait, c'est-à-dire que dans nos quartiers, on a mis par exemple notre espace jeunesse, on a mis nos inscriptions au périscolaire, à la cantine. Donc on a ramené des services municipaux à l'intérieur de nos quartiers parce qu'on a besoin de désenclaver, on a besoin de montrer aux jeunes qu'il se passe beaucoup de choses en dehors de leur quartier. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on veut amener aux jeunes, c'est-à-dire les responsabiliser, les émanciper aussi, les accompagner. Par exemple, un jeune qui voyage, un jeune qui s'ouvre au monde, forcément, il aura peut-être plus envie derrière d'aller à la conquête du monde, ce que j'ai dit entre guillemets, mais voilà, leur donner envie de faire autre chose que de rester dans leur quartier. Voilà en quelques mots l'objectif en ce qui concerne la jeunesse. Merci Franck pour ce mot et tu viens de l'évoquer largement, la question de l'avenir de nos jeunes dans la dynamique, qu'elle soit d'insertion culturelle, est bien entendu fondamentale. Et puis se pose aussi la question d'un certain nombre de quartiers en difficulté sur lesquels les choses se sont concentrées, bien entendu, du vivre ensemble. Et l'une des conditions nécessaires du vivre ensemble, c'est bien entendu les conditions de sécurité. Un ministre de l'Intérieur lyonnais bien connu à son départ de Beauvau disait que de vivre côte à côte, nous risquons de finir vivre face à face. Pour éviter ça, il est essentiel que nous réinvestissions la République dans tous ces quartiers, d'éviter l'émergence de quartiers non. Et à cet égard, Rodolphe, tu as sur Hérouville impulsé un certain nombre d'actes volontaristes et tu as fait face à un certain nombre de difficultés que tu voulais nous partager et d'une détermination à l'égard de cette problématique sécuritaire. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, d'abord, toutes mes félicitations, même s'il y a des problématiques techniques, mais on va essayer de s'en arranger. J'espère que tout le monde m'entend. Comme tu le rappelais, François-Xavier, moi, ça fait depuis 20 ans que je suis à la mairie d'Hérouville, donc j'essaye d'apporter et de contribuer à faire en sorte que cette ville de 23 000 habitants puisse fonctionner dans son développement économique, dans la culture, dans l'éducation surtout, et puis à rapporter un cadre de vie. Et comme vous savez, comme dans beaucoup de villes de France, Hérouville a bénéficié d'un programme ambitieux de rénovation urbaine, démolition, reconstruction, cohésion sociale. Et ma priorité, c'est justement de travailler sur la mixité sociale. Et je m'aperçois depuis maintenant 1 an, 2 ans, des grosses difficultés pour préserver le cadre de vie et de faire en sorte que cette ville, qui a effectivement beaucoup de richesses dans sa diversité, eh bien, puisse vivre en parfaite harmonie avec toutes les actions que l'on met en place. Et je voulais particulièrement, puisque Jacqueline Corot est là, Madame la Ministre, la remercier, la féliciter par rapport à ce qui a pu être fait. Au travers des vacances apprenantes, des colos apprenantes, il était important que les villes qui avaient des projets pour éviter que les familles se retrouvent en situation d'isolement avec la fermeture des frontières. Et on a eu la chance d'avoir
l'État, à la fois la DRJS, la préfecture, de nous accompagner dans toutes les perspectives d'accompagnement pendant le mois de juillet et le mois d'août. Donc, tout ça pour rappeler qu'il y a eu des choses qui ont été faites par le gouvernement. Ensuite, là, je voudrais en profiter avec l'ensemble des auditeurs, un peu mon témoignage et mon coup de gueule. Parce que, comme tu l'as rappelé, François-Xavier, alors j'ai pas entendu Franck, mais la situation est de plus en plus délicate dans le cadre de, quand je parle de cohésion sociale et de cadre de vie, c'est rétablir un tant soit peu la sécurité dans les quartiers. Or, depuis maintenant, avant peut-être les élections, mais surtout confinement, déconfinement, une recrudescence de délinquance et de violence, de trafic, et de délinquance de plus en plus juvénile. Et quand je dis ça, mon coup de gueule, il a commencé il y a 4-5 ans, et le gouvernement Macron y est pour rien, on parle du décrochage scolaire. Aujourd'hui, je subis de plein fouet le décrochage scolaire, et qui n'est pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 4-5 ans. Il y a quelques années, les maires étaient informés lorsque des jeunes avaient un décrochage scolaire entre 14 et 16 ans. Ça nous permettait, avec des associations, d'anticiper, de faire du rappel à l'ordre avec les familles. Or, sous le gouvernement Hollande et Najat Belkacem, une circulaire est sortie qui rappelle que les maires ne sont plus informés lorsqu'il y a un décrochage scolaire prononcé. Et je suis scandalisé dans la situation à laquelle les uns les autres sont confrontés. Et quand je pose la question à certains de mes collègues des maires villes et banlieues, on s'aperçoit qu'on est dans la même problématique. Donc, quand on parle de la situation de déconfinement de jeunes et de moins jeunes, eh bien, on est un peu laissé pour compte, et j'ai envie de vous dire, démerdez-vous. Donc, on fait avec, on se démerde, on essaye d'apporter des solutions. Car comme vous le savez, après 16 ans, l'éducation nationale n'est plus en obligation de remettre en place les outils de rescolarisation. Et donc, ça nous retombe dessus, et on s'aperçoit que depuis, alors ça arrive, au bout de 6 mois, 1 an, des jeunes qu'on n'a pas vus et qui ont complètement décroché. Voilà, je voulais simplement rappeler ce coup de gueule. Ensuite, le maire que je suis, je crois qu'il faut, voilà, 2 exemples qui sont criants. J'ai un effectif de 12 policiers municipaux. Je souhaite, comment dirais-je, embaucher un policier national. Il a commencé donc au mois de septembre. Eh bien, je ne peux pas le mettre sur le terrain ni en uniforme parce que le ministre de l'Intérieur ne veut pas nous donner, comment dirais-je, tout le processus de rapatrier, comme on dit, le policier national. Donc, ce qui veut dire que je veux embaucher un policier national pour qu'il rentre dans la collectivité territoriale. Eh bien, je suis obligé d'attendre janvier 2021 pour qu'il complète les effectifs. Et quand j'appelle le ministère de l'Intérieur, pas de son, pas d'image. Donc, je suis un peu voire très scandalisé sur la situation. On nous demande d'être des maires de proximité, de terrain, d'assumer un peu le désengagement de beaucoup de services de l'État, voire des institutions, mais on est complètement seul et isolé, et je trouve ça quand même kafkaïen qu'on nous demande de faire, et derrière, on nous donne pas les moyens, et pourtant, il y a une volonté locale de pouvoir le faire. Un autre exemple, cet été, comment dirais-je, j'ai un commissariat qui est devenu un bureau de la police municipale, canicule, on m'appelle, monsieur le maire, on va être obligé de fermer le bureau de la police nationale de telle heure à telle heure parce que il fait trop chaud. Il fait trop chaud, nous avons des climatiseurs, mais l'ampérage n'est pas suffisamment fort et les fusibles ne correspondent pas à l'ampérage pour adapter 1 ou 2 climatiseurs. Donc, je vous laisse apprécier réellement la situation à laquelle le maire que je suis, mais d'autres, sont confrontés. Donc, ces 2 cas, moi, m'exaspèrent en soi, et je voudrais profiter de cette parole pour dénoncer cette situation qui est infernale.
Alors, moi, j'en veux pas hein, particulièrement à ce gouvernement. On voit bien, il y a le gouvernement Chirac, Sarko, Hollande. On demande au gouvernement de Macron et du gouvernement actuel de régler toutes les problématiques que les autres n'ont pas pu faire ou voulu faire. On le voit sur la police de proximité avec Sarkozy qui a enlevé d'un revers de la main, comment dirais-je, la police de proximité, le décrochage scolaire, comme je l'ai rappelé, avec Hollande concernant les jeunes. Bon, bah dans tout cela, on est obligé de se débrouiller. Donc, il y a une recrudescence de la délinquance juvénile, et de trafic de stupéfiants qui est vraiment, vraiment prégnant. Et puis, moi, en tant que maire, je me dis, ça y est, on devient un peu parano. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on essaye d'appeler nos collègues de ville et banlieue, un peu dans la même configuration que nous. Et il est vrai que, mais on le voit dans les médias matin, midi et soir, que la situation est très grave, quoi. Donc, bien sûr, coup de gueule, témoignage, on baisse pas les bras, on va y arriver, on va essayer de s'en sortir. Mais je peux vous garantir qu'on est dans une situation où certaines institutions se dégagent complètement de toute responsabilité sur les communes. Donc, qu'on nous dise, mais qu'on nous donne les moyens, d'intervenir. Et aujourd'hui, eh bien, dès qu'on veut, eh bien, on nous bloque. Je rappelle le policier national que j'attends depuis maintenant, depuis quelques semaines, le décrochage scolaire, et rien n'est fait dans ce cadre-là. Donc, chacun pourra encore une fois s'exprimer sur mes propos. Je ne veux pas non plus rendre le système anxiogène, mais il y a quand même urgence à essayer de récupérer et de reconquérir nos territoires. Si on n'y prête pas garde, ça risque de basculer. François a parlé de séparatisme. J'aime pas trop ce terme. On parle de communautarisme depuis un certain nombre d'années. Faut pas changer les termes, à mon avis, mais ça, on pourra en reparler avec les uns et les autres. Mais ouais, il y a encore une situation assez dramatique dans ce cadre. Voilà un peu mon témoignage, mon coup de gueule. Mais chacun pourra me reprendre s'il le faut. Et puis, je n'en parle pas avec la justice, la chaîne pénale qui n'est pas adaptée à tous les niveaux. Pour moi, c'est une catastrophe. Alors, on le rappelle, c'est le Rassemblement national qui le crie, qui le rappelle. Il faut aussi que nos valeurs démocrates, eh bien aussi, elles doivent s'inscrire sur une alerte, des attentions particulières pour faire en sorte que la chaîne pénale fonctionne et qu'elle fonctionne de façon, allez, je ne veux pas dire radicale, mais de façon exemplaire pour rassurer les habitants. Moi, j'appelle pas à la justice, j'appelle de protéger. Comment peut-on protéger les gens qui demandent à travailler, à vivre en paix et qui, matin, midi et soir, sont emmerdés, excusez-moi de l'expression. Pour autant, on intervient nous, mais on voit bien que c'est hyper difficile. Merci Rodolphe pour ce témoignage de terrain, comme tu es habitué à nous les livrer. C'est vrai que tu mentionnais la problématique de l'applicabilité des peines. D'ailleurs, je salue le fait que le gouvernement s'en soit largement saisi et je rejoins tout à fait ton appel à dire que agir en démocrate dans la famille de pensée qui est la nôtre, c'est aussi faire appel à cette nécessité de fermeté républicaine, cette fermeté républicaine qui permet de protéger les plus fragiles et qui permet aussi de dire, dans la construction de notre vivre ensemble, et je pense que nous y sommes attachés comme démocrates, eh bien que ce n'est pas la loi du plus fort qui doit primer, la loi du plus audacieux dans sa façon d'envahir le territoire au bénéfice des autres. Et c'est vrai qu'on voit bien comment, dans les milieux urbains en particulier, ces enchevêtrements humains démographiques peuvent parfois créer des confrontations très violentes. Et pour livrer un témoignage, c'est vrai que nous aujourd'hui, dans notre ville, on en est vraiment à devoir prévenir une partie de la population pour éviter que se constituent, y compris des milices parfois, et je vous assure qu'on en est là dans certains de nos quartiers populaires, et on ne peut pas en démocratie envisager que la République
ne soit plus celle qui fasse loi, parce que sinon d'autres systèmes vont se mettre en place et que nous ne maîtriserons pas. Ce que tu évoques toutefois et que on retrouve aussi dans l'intervention de Franck, c'est la nécessité d'avoir une approche transversale dans cette reconquête des territoires, qui intègre à la fois la dimension, tu as parlé de la sécurité, mais tu as aussi parlé des problématiques éducatives. Franck a parlé à la fois de problématiques culturelles, sportives, associatives, d'insertion. Moi, je dois vous avouer que quand on a défini les contours, par exemple, de ma délégation avec mon maire, c'est insertion, emploi, éducation, université. C'était justement pour pouvoir amener un certain nombre de jeunes dans des dynamiques positives en faisant appel à cette transversalité, à cette mise en synergie d'un certain nombre d'éléments. Et ça m'amène assez directement à donner la parole à Nathalie, à Madame la secrétaire d'État. Vous êtes vous avez eu l'honneur, et je vous en félicite, je t'en félicite Nathalie, de pouvoir te voir confier cette mission de l'éducation prioritaire qui est chère à notre famille, celle de l'éducation en général, mais aussi de l'éducation en tant que ferment d'égalité entre les populations, d'égalité des chances. Et c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour nous. La politique première, la mère de c'est la politique éducative. Donc c'est une mission importante que tu as, et tu vas pouvoir nous dire finalement quel est le sens même d'avoir dans cette politique éducative des cibles prioritaires justement dans cette démarche de reconquête des territoires, et comment tu l'envisages. Merci François-Xavier. D'abord, est-ce que tu m'entends bien ? On t'entend bien. Est-ce que tu as entendu les intervenants précédents ? Oui, je viens d'entendre. Donc d'abord, bonjour François-Xavier, Jacqueline, Sylvie, Franck, Rodolphe. Bonjour à tous nos amis du Modem et à tous les ce matin. Sur cette table ronde de reconquête des territoires, évidemment, l'école a un rôle fondamental. J'étais très attentive aux propos d'ailleurs de Rodolphe. En particulier sur le décrochage scolaire, et je vais évidemment tenter d'apporter sur Rodolphe des réponses. Alors, tu l'as dit, Xavier, ce secrétariat d'État a été créé spécifiquement pour lutter contre les inégalités. C'est une première sous la Ve République. Ça illustre la volonté du président de la République et du Premier ministre de lutter contre les inégalités, d'abord les inégalités de réussite éducative, mais aussi les inégalités sociales et même les inégalités territoriales. Donc ma feuille de route est très simple, c'est exactement celle que je viens de vous décrire. Dans les j'ai commencé un tour de France de je suis très heureuse d'aller ici présent et ailleurs. Je vais vraiment sur les territoires, sur tous les territoires concernés par l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire est plus des quartiers, des QPV, des quartiers, mais c'est aussi la ruralité avec des problématiques différentes. C'est aussi, par exemple, les zones de montagne. Je vais m'attacher à aller sur tous ces territoires, rencontrer tous les acteurs, écouter les acteurs, éducation nationale, collectivités territoriales, les parents d'élèves, les... Nathalie, excuse-moi, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez, Nathalie, je m'excuse, oui. je vais arrêter pour que la régie puisse régler avec toi un petit problème technique, parce que visiblement ton propos arrive de façon un peu hachée par moment, et du coup on perd un peu le fil de ton intervention. Mais on va te reprendre un tout petit peu plus tard si tu veux bien. Je vais donner en attendant la parole à Sylvie Brunet, qui pendant un certain temps, donc qui nous vient des Bouches-du-Rhône, députée européenne, qui est membre de la commission de l'emploi et des affaires sociales. La reconquête des territoires, c'est aussi la nécessité de pouvoir anticiper. On a évoqué des volets éducatifs, sécuritaires, culturels, associatifs, mais c'est aussi une problématique économique.
parce que bien souvent, un territoire qui décroche, ou l'ensemble de sociétés et d'une communauté de vie peut décrocher, c'est une communauté de vie qui parfois va décrocher sur le plan économique, parce qu'on n'aura pas suffisamment anticiper les évolutions tant des secteurs d'activité qui s'y développent, ou les évolutions plus globales de la société qui auront un impact spécifique sur ce territoire. Tout le monde connaît l'histoire malheureuse de la chute de l'emploi dans le nord de la France après la période de vie autour du charbon qui a été la sienne, et comment les mutations, le défaut d'accompagnement des mutations économiques a pu parfois faire chuter des territoires. Le Parlement européen a pris, et tu es fortement impliqué là-dessus, un certain nombre d'initiatives pour nous permettre, et on voit bien dans le Covid à combien c'est nécessaire, d'anticiper et d'accompagner ces transformations. Je sais que là-dessus, tu as une expertise à nous partager dans cette vocation économique à anticiper les chutes des territoires et à nous empêcher d'avoir à reconquérir des territoires, mais aussi d'en accompagner la reconquête par la fibre économique. Bien, merci François-Xavier. Bonjour à tous. Bonjour mesdames les ministres. Cette table ronde ensemble. Vous m'entendez bien? Bon. Moi, je voulais dire deux mots par le Parlement européen, notamment avec le plan de relance dont on parlait dans mes et un fonds qui vient de mettre en place, qui est le fonds de transition juste, qui est un peu un des bras du Deal, le pacte vert environnemental, qui est vraiment notre axe stratégique sur la mandature à venir. Alors, ce fonds de transition juste qui est en train de monter dans ce tour, va ensuite être réparti sur les différents États membres, donc bien sûr la France, en France une dizaine de départements, et l'objectif de ce fonds, c'est d'accompagner des programmes de transition sur la production de charbon, mais aussi ça peut être d'autres systèmes de production, vers la transition économie verte décarbonée. Alors, c'est nos armées sont la banque du climat, dont on parlait aussi au début de la candidature, 1 000 milliards d'euros pour les 5 années à venir. Et enfin, une de prêts de l'Europe pour accompagner là aussi des. Alors, juste quelques remarques. D'abord, moi, je suis d'ailleurs conseillère municipale à Cassis, donc j'ai tenu absolument à garder ce lien avec le terrain, avec le local, parce que ma conception des choses, c'est que l'Europe, pas uniquement des programmes que nous concevons ou des normes européennes que nous concevons à niveau européen qui est indispensable, mais aussi une mise en œuvre et une application sur le terrain. L'intérêt de cette transition juste, c'est qu'il va notamment permettre d'accompagner la transformation des compétences, des emplois sur certains sites. J'ai l'exemple à côté de chez moi, à Gardanne. Il y a quand même plus de 100 emplois en jeu. Et là, en termes de formation, de compétences nécessaires, voire peut-être de diplôme, de salariés, d'autres modes de production ou d'autres activités économiques. Donc, ce qui me semble vraiment important, c'est de pouvoir anticiper sur les transferts inévitables d'emploi et de compétences et de métiers en termes d'investissement en formation pour freiner la crise sociale que nous allons avoir. Certes, en raison de la crise pandémique du coronavirus, mais pas uniquement. En filigrane, nous avons de toute façon une transition absolument indispensable, tant digitale qu'écologique.
Donc, ça, c'est vraiment un point sur lequel je voulais insister. Et si on en a l'occasion au cours des débats, je pourrais parler aussi d'un autre sujet qui m'est très cher, qui est l'emploi des jeunes. La garantie de jeunesse, c'est un dispositif européen, et donc qui est extrêmement utilisé, qui s'appelle Garantie jeunes en France, dans les missions locales, pour accompagner ces jeunes décrocheurs dont on a parlé tout à l'heure. Alors, tu en auras l'occasion. Voilà. Tu auras l'occasion de développer ça tout à l'heure, puisque nous avons un certain nombre de questions, y compris sur les problématiques d'apprentissage qui sont chères. Donc, je pense qu'on reviendra sur cet aspect-là dans la partie questions, si ça te va. Je vais céder la parole maintenant à Madame la ministre Jacqueline Gouraud. Merci d'abord de votre présence, Jacqueline. Vous avez été une élue de terrain des décennies durant, la reconquête des territoires, j'ai envie de dire, c'est le travail de toute une vie pour vous. Aujourd'hui, vous l'exercez au plus haut niveau de responsabilité directe qui soit. Ça a été votre travail depuis 2017 en particulier. Vous avez toujours été au chevet, j'ai envie de dire, des particularismes territoriaux. Vous avez pu l'exercer, par exemple, en Alsace ou en Corse, d'une part, mais aussi dans les problématiques d'aménagement du territoire et de prise en compte des faits spécifiques de la ruralité auxquels je sais que vous êtes attaché. Mais suite à l'ensemble de ces prises de parole, je redonnerai la parole à Nathalie après, bien entendu, sur l'aspect éducatif prioritaire dès que les problèmes seront réglés. Mais voilà, sur cette approche cohérente qui est la vôtre, que vouliez-vous nous témoigner? Merci François-Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai un retour, mais c'est pas grave pour moi, ça ne me dérange pas, mais j'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien. Est-ce que vous m'entendez, ça va? Très bien, bon. Parfaitement. Alors, je voulais d'abord vous dire que le constat, tout le monde le fait, mais il faut le rappeler, quand nous sommes arrivés au gouvernement, nous avons connu une France extrêmement, comment dire, centrée sur les inégalités territoriales, et c'est là-dessus que je veux surtout développer. Dans le mandat de François Hollande et dans les mandats précédents, il y a eu, comme vous le savez, à la fois un certain nombre de politiques qui ont entraîné le recul des services publics sur les territoires. Il y a eu à la fois une métropolisation de certains territoires, et je dirais que les lois MAPTAM, par exemple, ont renforcé ce sentiment qu'on s'intéressait davantage à la ville et pas suffisamment à la campagne. Tout cela a donné un sentiment d'abandon de certains territoires. Vous savez qu'il y a eu des crises comme la crise des Gilets jaunes qui a mis en exergue ce sentiment, qui n'était pas qu'un sentiment d'ailleurs, d'inégalité territoriale. Et donc aujourd'hui, ce que nous efforçons de faire, pour faire synthétique, c'est de répondre par une nouvelle donne politique, si je puis dire, pour la reconquête des territoires. Et de quoi s'agit-il? Alors, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des métropoles, qu'il y a des zones périurbaines, qu'il y a des quartiers difficiles, comme on vient de l'entendre, qu'il y a de la ruralité, et je dirais qu'il y a des ruralités. Mais il s'agit de partir du terrain pour accompagner les élus locaux, et non pas l'inverse, parce que la France est si fracturée que je pense qu'il faut avoir comme idée directrice qu'il faut s'appuyer sur la réalité des territoires pour y répondre. Bien sûr, avec des grandes lignes nationales de solidarité, de reconnaissance de la diversité des territoires, etc. Mais il faut partir des terrains et s'appuyer sur les élus locaux. Tout à l'heure, Rodolphe a parlé des vacances apprenantes, qui a été une bonne initiative, bien évidemment, de plusieurs ministères
ministères conjointement, aussi bien le ministère de la Ville que le ministère de l'Éducation nationale. Mais rien ne pourrait se faire, je sais de quoi parle exactement Rodolphe, puisque je suis allée voir sur le terrain chez lui ce qui s'est passé. On ne peut rien faire sans les équipes municipales, leurs fonctionnaires territoriaux, leurs équipes sociales, les associations locales qui vont jouer un rôle très important, et ça donne l'ensemble, les vacances apprenantes, mais c'est intervention d'État, financement pour aider les collectivités territoriales à s'organiser. Et je crois que c'est quelque chose de très important. C'est la raison pour laquelle la nouvelle donne vraiment, c'est partir du terrain et accompagner les projets et accompagner les politiques des territoires. C'est dans d'autres domaines. Je pourrais citer Action Cœur de Ville, je pourrais citer Territoire d'industrie, l'agenda rural que nous avons mis en place, et bientôt les petites villes de demain que je vais lancer avec le Premier ministre très prochainement. C'est donc répondre aux besoins des territoires et avec des politiques qui s'appuient sur des projets locaux, même si on donne de grandes lignes comme il faut, par exemple, reconquérir le cœur des villes moyennes, mais c'est une grande idée qui était juste, qu'avait lancé mon prédécesseur, Jacques Mézard. Elle était juste, mais les 222 villes qui sont dans ce cadre de la politique de la ville, de la politique Action Cœur de Ville, pardon, c'est leur projet que nous accompagnons. Voilà. Donc ça, je voulais bien insister là-dessus. La deuxième chose, c'est que naturellement, la crise de la Covid a rajouté, si je puis dire, par-dessus les inégalités. Et il est important, bien évidemment, que le plan de relance qui démarre vienne aussi non seulement comment dire corriger les crises, la crise sanitaire et sociale, mais viennent aussi transformer notre économie et viennent corriger les inégalités. Alors, comme vous le savez, il y a 100 milliards, et je salue au passage ma collègue députée européenne Sylvie Brunet, parce que 40% de ces 100 milliards, c'est-à-dire 40 milliards, viennent des fonds européens, enfin de cette enveloppe que le président de la République avec Angela Merkel a su négocier. Quand je dirais négocier, oui, négocier. Et donc, nous avons là des moyens. Moi, vous savez, je suis élue depuis très longtemps, comme vous l'avez rappelé, pour ces avis tout à l'heure. C'est la première fois que je vois un gouvernement, le mien, celui auquel j'appartiens, dire aux élus, faites remonter les projets parce qu'il y a de l'argent. Là, on a inversé les choses avec ce fonds de relance. D'habitude, c'est plutôt des projets et insuffisamment de moyens. Là, évidemment, il y a beaucoup de moyens et ce plan de relance doit être mis en place en 2 ans. Donc, il faut, je fais passer le message, que les élus se mobilisent pour évidemment envoyer des dossiers, dire à leur préfet qu'ils sont prêts dans tel ou tel secteur. Alors je sais bien, Rodolphe, que dans le Calvados, tu as un préfet qui est top et qui va faire ça au maximum. Mais voilà. Donc, et puis nous allons faire, et je vais terminer par ça pour pas être trop longue, les futures lois, la loi 3D, décentralisation, déconcentration et différenciation. Alors, peut-être commencer par dire qu'on va passer le PJLO, c'est-à-dire le projet de loi organique,
En premier, ça va être le 2 novembre au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale, qui parle de l'expérimentation et qui va être un texte pour moi très important, puisque nous allons permettre, nous allons faciliter l'expérimentation sur les territoires. Et surtout, si une politique marche à un endroit, eh bien, on arrête l'obligation que cette politique s'applique à toute la France. Vous savez qu'aujourd'hui, l'expérimentation, au bout d'un certain temps, quand on veut la poursuivre, c'est soit on l'étend sur l'ensemble du territoire, soit on l'arrête. Et donc ça sera une modification très importante parce que c'est vraiment reconnaître la spécificité des territoires. Et donc, l'expérimentation devient de la différenciation. Et puis, nous aurons ensuite, bien sûr, et nous aurons des transferts de compétences, mais je ne veux pas être trop longue. On y reviendra peut-être après. Je vous remercie. Pas de problème, vous pourrez, Madame la Ministre, reprendre la parole. Et c'est vrai que ce que vous évoquez de respect de la différenciation et des différences entre territoires, je me rappelle que c'est quelque chose que vous évoquiez déjà il y a un certain nombre d'universités de rentrée du mouvement démocrate avec François Bayrou. Et je suis très heureux de voir qu'on peut avancer là-dessus. Vous avez aussi souligner un contexte dans lequel nous devons pouvoir reconstruire un lien et les YOCO en sont très sensibles dans un moment où ils se sentent fragilisés, attaqués, avec une violence à l'égard des élus dans l'exercice de leur mandat sous toutes ses formes qui est particulièrement forte. Je le dis par exemple comme candidat, je n'avais pas vécu une campagne locale comme celle que nous avons vécue. C'est la première fois que, pour ma part, en tout cas, je suis mené à devoir porter plainte pour avoir reçu des menaces de mort répétées dans une campagne électorale. Et nous devons, et je vous en remercie, avoir ce message de solidarité et de soutien à ceux qui font vivre nos territoires. Je vais redonner la parole à Nathalie Elimas. Madame la secrétaire d'État, je ne sais pas si on a pu régler les problèmes techniques. On va voir. Tu m'entends? Moi, je t'entends, Nathalie. J'espère que ça sera pas coupé. Mais vas-y, tu peux y aller. Bon. Est-ce que tu veux bien me dire à quel moment j'ai été coupée, à quel moment c'était haché? Est-ce que je reprends tout ou est-ce que je vais à l'essentiel synthétique, en fait, c'était haché. Sont réguliers, donc on avait pas mal de retours sur le fait que c'était pas audible pour un certain temps. Donc peut-être synthétise ce que tu avais initié, mais je pense que tu peux reprendre depuis le début. Visiblement, c'était très haché. Très bien. Donc je disais comment reconquérir les territoires par l'école, et je rappelais que ce secrétariat d'État à l'éducation prioritaire est une première depuis la 5e République, qu'il a été créé vraiment pour illustrer la volonté forte du président de la République et du Premier ministre de lutter contre toutes les inégalités, évidemment les inégalités face aux réussites éducatives, inégalités de destin, inégalités sociales, mais aussi inégalités territoriales. Sur la méthode, pour aller vite, je commence un tour de France de l'éducation prioritaire. Pardon, j'aurais donc plaisir à aller rencontrer nos collègues maires. Je vais sur les territoires et je vais sur tous les territoires. Parce que ce que j'ai envie de dire dès le début de mon propos, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser l'éducation prioritaire. Ce n'est pas que les quartiers, ce n'est pas que les QPV, ce n'est pas que les quartiers de reconquête républicaine. On trouve de l'éducation prioritaire aussi en réalité, avec des formes et des objectifs qui sont différents, aussi dans les zones de montagne. Et donc, je vais sur l'ensemble du territoire constater toutes ces fractures, ce qui marche, ce qui ne marche pas, afin de faire un diagnostic le plus précis possible. Reconquérir les territoires par l'école. Nous avons déjà mis en place un certain nombre de dispositifs, de mesures. Nous allons continuer, nous allons aller évidemment beaucoup plus loin parce que la crise sanitaire est passée par là. Elle a évidemment exacerbé un certain nombre de fractures et de crises sociales, mais aussi, on aura l'occasion de revenir dessus probablement, de fractures numériques. En sortie de confinement et à fin
lutter et d'aller rattraper les décrocheurs. Nous avons mis en place dans les écoles des dispositifs, le 2C. Tout au long de cet été, il y a eu les vacances apprenantes qui ont eu un franc succès, les colos apprenantes, les colos vertes, les stages de réussite, à l'occasion desquels on a vu revenir des élèves qu'on avait totalement perdu de vue. Je donne un chiffre qui parle de lui-même. L'année dernière, 70 000 élèves participaient à ces stages de réussite. Cette année, c'est 250 000 élèves qui sont revenus poursuivre ces stages de réussite une semaine avant la rentrée scolaire, grâce aux professeurs, il faut le dire, qui pendant toute cette période de confinement, et notamment dans les zones où c'est plus difficile, alors où effectivement en réalité c'est un petit peu plus éloigné, et ils ont repris le téléphone, ils sont allés au contact des familles, ils sont allés chercher les familles, ils sont allés rattraper les familles, et ils se sont rendus compte d'ailleurs dans leur pratique pédagogique que c'était beaucoup plus efficace comme ça que le mot que l'on met dans le cahier des élèves. Je disais aussi que nous devons encore aller plus loin, parce qu'il y a une clientèle de poursuites qui a déjà été initiée pour renforcer l'action pédagogique et éducative dans les écoles et dans les établissements sur l'ensemble du territoire. Et là, je pense en particulier aux cités éducatives. C'est une formidable alliance, c'est un écosystème qui se crée autour de l'enfant, autour de l'élève, sur tout son parcours, dans l'école et hors l'école. Alors, je ne sais pas si tout le monde perçoit ce que sont les cités éducatives. C'est un dispositif qui avait été initié l'année dernière, fin 2019, mis en place en début d'année, et puis bien sûr la crise sanitaire est passée par là. Et c'est l'alliance de tous les partenaires sur le territoire, l'État, les collectivités territoriales, les élus bien évidemment, l'éducation nationale, les éducateurs, les médiateurs sociaux, les associations, le sport, nous croyons beaucoup à la réinsertion dans le sport, la culture, et puis évidemment les acteurs du monde économique qui créent autour du jeune, encore une fois, tout un écosystème pour les accompagner vers la réussite, parce que c'est bien là notre objectif. Alors évidemment, c'est en j'ai entendu le constat et même peut-être quelque part le cri d'appel de notre collègue maire. D'abord, vraiment, j'ai bien entendu ce message. C'est une alerte que je vais faire passer parce que non, les maires ne sont pas seuls. Nous sommes là, en tout cas dans la méthode et dans la démarche que nous prenons. Il est évidemment fondamental que nous puissions travailler tous ensemble, main dans la main, pour faire réussir les élèves. Sur le décrochage scolaire, je veux juste rappeler que aujourd'hui, les enfants, le champ éducatif des enfants a été élargi, puisque d'abord, depuis la loi pour la confiance, l'école est obligatoire depuis 3 ans, et ça se poursuit maintenant jusqu'à l'âge de 18 ans, parce que l'obligation de formation des jeunes a été allongée de 16 à 18 ans. Donc, le champ est évidemment beaucoup plus vaste. Mais en tout cas, je suis parfaitement consciente de ce que nous a dit Rodolphe sur cette nécessité d'accompagner aussi les mères dans cette lutte contre le décrochage scolaire, qui, disons-le aussi, est plurielle. Nous avons, Nathalie, mais ça n'est pas exclusif. Nathalie, j'en profite puisque tu abordes la problématique aussi des décrocheurs qu'évoquait tout à l'heure Rodolphe. Nous avons quelques interventions d'internautes et ça me permet comme ça de commencer à intégrer un peu les internautes dans notre discussion, avec notamment Ramej qui nous dit que on a eu un super projet au niveau local dans sa ville avec les décrocheurs, en les réintégrant par les biais du loisir, mais où il nous interpelle en disant l'éducation nationale n'a pas joué le jeu. Alors j'imagine pas toujours. On voit aussi beaucoup de travail autour des PRE qui est produit, des programmes de réussite éducative. Comment est-ce que vous envisagez, et il y a quelques questions comme ça d'internautes sur cet aspect-là, travailler sur le lien, renforcer le lien et l'interaction entre les acteurs de l'éducation nationale au premier plan de cette démarche de reconquête et les autres acteurs locaux, des tissus associatifs, des centres sociaux, des mairies, etc. Là où parfois il y a
un clivage, un fonctionnement en silo qui est un peu ressenti et qui empêche ces mises en synergie. Merci François-Xavier. C'est précisément, mais peut-être que c'est encore une notion un peu diffuse dans les esprits, le rôle des cités éducatives. C'est vraiment de créer du lien entre tous les acteurs autour du jeune, de créer tout un écosystème avec l'ensemble des partenaires, notamment évidemment les associations. Nous créons aussi ces liens-là quand nous mettons en place les cordées de la réussite. Nous aussi ces liens quand nous travaillons sur la promotion, et d'ailleurs c'est une ambition forte du président de la République, des internats d'excellence, où nous mettons le dispositif éducatif, la réussite éducative au sport, à la culture, à la vie associative. Donc on a bien cette volonté-là, et je crois qu'elle part, et que c'est le meilleur exemple que nous puissions prendre et suivre de ces cités éducatives. Il y en a 80 aujourd'hui qui ont été initiées sur le territoire national à la fin de l'année dernière. Nous allons les impulser très fortement parce qu'encore une fois, la crise est passée par là. Donc c'est peut-être méconnu. Nous allons impulser très fortement. Moi, je vais les suivre de très près. Je vais organiser dans quelques jours, quelques semaines, un séminaire des cités éducatives pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour récupérer les bonnes pratiques et faire en sorte que ça avance plus vite. Et puis surtout, l'objectif, c'est de ne pas nous arrêter là, et d'aller encore plus loin et de développer cet outil qui, je le dis aussi au passage, n'est pas un outil dans le feuille, c'est bien un outil de coordination, de maillage territorial avec l'ensemble des acteurs. Merci. Je vais redonner un peu la parole à Rodolphe et Franck sur ces aspects un peu de mise en synergie dont il est vrai, et là j'en témoigne comme jeune adjoint à l'éducation, entre autres choses, les chantiers sont encore très vastes. Rodolphe, tu m'entends? Oui, oui, je voudrais effectivement compléter et confirmer les propos de la secrétaire d'État. Donc Nathalie, donc effectivement, certaines villes ont bénéficié du label cité éducative qui va justement permettre, je vais dire enfin, de rassembler l'ensemble des acteurs autour même de ce qui doit être l'accompagnement scolaire, social, éducatif de l'enfant et surtout de la famille. Et moi je préside le programme de réussite éducative à l'échelle de la ville et avec des équipes pluridisciplinaires, on est véritablement au cœur même des dispositifs de l'accompagnement social et éducatif, bien sûr avec tous les satellites culture ou bien sportifs. C'est-à-dire que quand on arrive à travailler ensemble, avec cet esprit de confiance mutuelle, eh bien, on arrive à bouger les lignes. Et la cité éducative va renforcer l'idée même de cette collaboration, cette cohésion, de cette anticipation. Et bon, en espérant qu'on y arrive. Donc, moi, je suis assez confiant qu'on va y arriver. Mais surtout axé sur les collèges pour faire en sorte que une politique d'orientation, et d'ailleurs l'agence régionale des orientations un peu partout dans les territoires normands, vont avoir lieu. Donc on a besoin de tout le monde, encore une fois, les acteurs de terrain, les maires, les associations et l'éducation nationale, avec la région qui a pris compétence sur les agences d'orientation et des métiers, qui est quand même des éléments essentiels. Donc voilà, tout ça pour dire que lorsqu'il y a véritablement pas un, mais plusieurs chefs de file avec ces volontés, on peut y arriver. Et je reviens quand même, c'est que tout de temps perdu, parce que ce que je subis, ce que mes collègues subissent, c'est un peu la politique qui a été mise en place quand je parle du décrochage scolaire sur les jeunes qui n'étaient pas bien repérés, identifiés, et comment on les abandonne après 16 ans. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais qu'on ne prenne pas. Je suis en permanence en lien, en collaboration, en travail mutuel avec les associations, mais par moment, on se dit, mais dans quel système on vit?
Et donc, encore une fois, voilà, la cité éducative, le PRE, tout ce qui gravite autour de l'enfant et de l'adolescent doit être un axe majeur pour la cohésion de notre. Il y a un certain nombre de questions là des internautes. Je prends notamment Christine Chevalier qui travaille en mission locale et en QPV, qui dit que les emplois francs sur son secteur, il n'y a eu aucune démarche locale pour informer les employeurs, donc aucun emploi franc signé. Mais c'est normal. C'est normal. Là-dessus, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, et je vais donner un peu la parole à Franck sur cet aspect-là, c'est vrai que régulièrement, et moi je vis aussi beaucoup sur ma commune, on a parfois des difficultés à ce que les acteurs locaux, et à commencer par les maires, puissent s'approprier l'ensemble des dispositifs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des initiatives nationales qui sont prises, leur déclinaison dans les territoires par ceux qui sont censés les porter, les mettre en œuvre, c'est pas toujours aussi évident en fonction aussi de leur niveau de connaissance de ces dispositifs. C'est vrai qu'y compris parfois les services ont du mal à s'en approprier, et dans la démarche insertion, la complexité ou la multiplicité ou la profusion de dispositifs très intéressants dans leur conception, parfois trouve ses limites justement que de cette profusion résulte une difficulté de l'ensemble des acteurs à s'approprier tous ces dispositifs. Donc ça veut bien souvent dire que les choses sont au niveau de l'État, mais il y a là un chaînon manquant qui ne se fait pas et qui ne mérite pas d'avoir ces synergies. Franck, qui a aussi une expérience territoriale avant d'avoir été maire, puisqu'il a été aussi directeur de service dans une collectivité auparavant, connaît bien ces problématiques. Comment tu l'abordes dès le début de ton mandat de maire? Si tu nous entends, Franck. Oui. Oui, exactement. Tu le disais, j'ai été directeur général des services dans une commune, mais je voulais surtout vous citer un exemple qui est arrivé cette semaine. J'ai fait une réunion avec l'inspectrice et le directeur d'école. J'ai 17 écoles sur ma commune. Et on a échangé ensemble sur un constat qu'on a tous partagé. C'est que dans nos écoles, on a été confronté à de nombreuses familles qui, quelquefois, n'ont pas la nationalité française, sont étrangères, ou simplement à des parents qui sont en incapacité d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs à la maison. Et on s'est posé la question de savoir comment on y répond, bien sûr ensemble, puisque nous avons à la fois l'éducation nationale au travers des directeurs d'école et des inspectrices, mais aussi des maires, à répondre à cette problématique, puisque en tant que maire, mon objectif, c'est bien sûr de donner un maximum de chances à nos enfants de pouvoir réussir, de pouvoir atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Et donc, la municipalité, sur le temps périscolaire, et c'est ce qu'on avait déjà proposé pendant la campagne municipale, a proposé aux directeurs d'école, à partir du mois de janvier 2021, de mettre en place sur le temps périscolaire du soutien scolaire. Ça n'était pas le cas avant. Il y avait déjà des dispositifs qui existaient au travers de l'éducation nationale, je pense notamment aux APC, à des dispositifs également portés par la MJC, par des centres sociaux. Mais voilà, on s'est aperçu que malgré ces dispositifs-là, on avait des enfants qui, le soir, rentraient chez eux et n'avaient pas le soutien nécessaire à la maison pour pouvoir être accompagnés dans leurs devoirs ou simplement dans l'apprentissage des leçons. Donc, nous, il nous paraissait important pour répondre vraiment à cette problématique liée à notre commune, puisqu'on est une commune ouvrière, je l'ai dit tout à l'heure, avec une importante part d'immigration. Et donc, nous, la commune de Fontaine a décidé de tester déjà sur 2 ou 3 écoles le soutien scolaire sur le temps périscolaire. Et si évidemment ça fonctionne, et si on voit qu'on a des résultats, bien sûr, le mettre en œuvre sur l'ensemble de nos écoles à partir du mois de septembre 2021. Donc voilà, je voulais parler de cette action un petit peu concrète qu'on est en train de mettre en place. Bien sûr, ça coûte un petit peu d'argent, mais l'objectif vraiment, c'est pouvoir donner un maximum de chance à l'ensemble de nos enfants et de dire que bah voilà, une fois au collège ou au lycée, ils pourront faire le parcours de leur choix et puis plus tard, bien évidemment, obtenir le métier de leur rêve. C'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Et ça répondra aussi à une problématique en lien avec la jeunesse, parce que si aujourd'hui nos jeunes potentiellement dans les quartiers sont là à traîner, ne pas avoir de travail, etc., c'est aussi parce qu'on n'a peut-être pas répondu à cette problématique tôt dans leur parcours.
Et quand j'entends tôt, je parle évidemment voilà, de l'école, puisque c'est à mon avis le lieu, en tout cas le moment où on doit agir pour ne pas prendre de retard par la suite. Voilà, donc je voulais juste revenir sur cette expérience qui est arrivée cette semaine. Merci Franck, et je vais devoir malheureusement conclure, et je m'excuse Sylvie, on va pas avoir le temps de revenir sur le volet formation apprentissage, car les aléas techniques ont un peu contraint notre temps et on n'a pas pu prendre toutes les questions, et donc je m'excuse aussi auprès des internautes. C'est vrai, tu as parfaitement raison, et je veux finir aussi là-dessus, Franck. Rodolphe a aussi évoqué cette compétence orientation qui a été affectée aux régions territorialisées, qui doit nous permettre de travailler aussi dès le plus jeune âge, en lien avec, en travaillant sur la parentalité, qui sont les premiers acteurs de l'orientation, qui permettent de prendre très tôt les problèmes à la racine, à la base, s'assurer que les savoirs fondamentaux sont pris, mais aussi pouvoir travailler tôt sur les savoir-être, travailler sur une orientation positive, une orientation professionnelle qui soit choisie, une orientation qui nous permette de valoriser les métiers qui, à la fois, donnent un vrai salaire, une autonomie, une émancipation, sans fantasme ni frustration. Et c'est aussi en prenant ça, et c'est un constat qu'on a fait avec nos missions locales, avec les acteurs de l'insertion, que on pourra le faire. Et pour ça, il faut remettre de la transversalité. Et moi, je vous le dis, c'est aujourd'hui un des grands chantiers que j'ai entrepris, c'est de faire travailler des missions locales avec mes collèges, mais y compris avec ceux des directions éducatives qui travaillent auprès des parents qui ont leurs enfants en primaire, pour petit à petit former les parents qui seront ceux qui feront l'orientation de demain, souvent, de leurs enfants, et de travailler comme ça tout au long de la vie, sur cette orientation tout au long de la vie. Et Sylvie pourrait nous en parler aussi, de cette nécessité comme ça d'accompagner tout au long de la vie la formation, la réorientation, la compétence, l'évolution dans les métiers, pour aussi que ce soit des outils de lutte des décrochages qui peuvent se faire tout au long de la vie, y compris quand on est quinquagénaire, et on le voit aujourd'hui dans la période Covid, où beaucoup de carrières se retrouvent hachées, et tout cela doit nous permettre d'anticiper le décrochage de certains territoires, leur paupérisation, leurs difficultés. Donc c'est à la fois un travail de soins que nous ont très bien décrit notamment Jacqueline Gouraud, mais aussi d'anticipation et de prévention. C'est sur tous ces vecteurs-là qu'il faut pouvoir travailler. Et j'appuierai, Franck, sur un dernier mot pour te dire, je suis ravi que tu illustres aussi ici, avec Jacqueline, avec tous les autres, le fait qu'un vieux mouvement comme le nôtre, c'est aussi un mouvement qui arrive à faire monter de nouvelles générations d'élus. On a beaucoup de jeunes élus, de jeunes maires qui ont été élus au MODEM ces dernières années, et je sais que avec des personnes comme toi, avec l'expérience de Jacqueline et de tant d'autres, on pourra faire ce travail à la fois de transmission et de reconquête des territoires dans la durée. Je vous remercie tous pour votre participation, et je cède du coup la place à la prochaine table ronde. Merci.